Voici Monsieur Martin. Depuis hier, il n'est pas très en forme. Il a de la fièvre et se sent très fatigué. Il a probablement attrapé un virus. Il en existe de toutes sortes, provoquant rhume, grippe, bronchite, gastro-entérite. Il est venu me voir. Allô, docteur? Oh là là, je me sens mal. Venez me voir. Il me faut des antibiotiques. Non. Vous savez, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Je vais d'abord vous examiner. C'est une infection virale. Je ne vous prescris pas d'antibiotiques. Pas d'antibio? Vous êtes sûr que je vais guérir? Oui. De toute façon, les antibiotiques n'auront aucun effet sur votre infection virale. Reposez-vous, buvez de l'eau et prenez si besoin des médicaments contre la fièvre. Et d'ici quelques jours, vous irez déjà beaucoup mieux. Mais pourquoi, docteur? Les infections sont des maladies dues à des microbes, comme des virus ou des bactéries. Les antibiotiques ne sont actifs que sur les bactéries. Ils n'ont aucun effet sur les autres microbes. En revanche, les bactéries naturellement présentes dans notre corps peuvent mourir ou devenir résistantes au contact des antibiotiques. Et sans antibiotiques, Monsieur Martin est guéri de son infection virale. Quelque temps après, Monsieur Martin est encore malade. J'ai encore attrapé quelque chose. Cette fois-ci, il me faut vraiment des antibiotiques. Je viens de vous examiner, c'est encore un virus. Vous n'avez toujours pas besoin d'antibiotiques. Pourquoi vous refusez encore de me donner des antibiotiques? Parce que, je vous le répète, les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Mais rassurez-vous, je vous en prescrirai si un jour vous avez une infection bactérienne. Les traitements antibiotiques inappropriés et répétés sont responsables de l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques. Utilisés souvent et à tort, les antibiotiques deviennent moins forts et nous risquons un jour de ne plus avoir d'antibiotiques pour nous soigner. Sans antibiotiques, Monsieur Martin est à nouveau guéri de son infection virale. Quelques mois plus tard, Monsieur Martin a très mal à la gorge et a de la fièvre. Je me sens pas bien, docteur. Laissez-moi vous examiner. Avec le test que je viens de vous faire, c'est bien une infection bactérienne. Et cette fois-ci, vous avez bien besoin d'un antibiotique. Ah bon? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? La grande majorité des infections ORL qui touchent le nez, la gorge ou les oreilles sont d'origine virale et ne nécessitent donc pas d'antibiotiques. Elles sont plus rarement d'origine bactérienne et justifient dans ce cas une prescription d'antibiotiques. Les symptômes et l'examen clinique orientent le diagnostic du médecin. Des tests permettent de confirmer rapidement l'origine virale ou bactérienne de certaines infections. Cette fois-ci, les antibiotiques étaient nécessaires et Monsieur Martin guérit de son infection bactérienne. Pour préserver l'efficacité des antibiotiques, les antibiotiques c'est quand il faut. Uniquement pour les infections dues à des bactéries, comme il faut. Le bon antibiotique, prescrit par votre médecin. Et juste ce qu'il faut. Respectez la dose et la durée exacte du traitement. Ni plus, ni moins. Les antibiotiques quand il faut, comme il faut, juste ce qu'il faut. Préserver l'efficacité des antibiotiques, limiter l'émergence des bactéries multirésistantes. Merci. Ben, écoutez, tout est dit. On pourrait presque passer à la table ronde suivante, non? Bon. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Ça donnera le temps aux autres de revenir de leur petit tour de stand. Anne-Claude Crémieux est professeure de médecine, infectiologue. Elle est spécialiste des questions d'antibiothérapie et en particulier, elle est infectiologue au sein d'un centre de référence des infections ostéo-articulaires graves et complexes, c'est-à-dire les patients qui font des infections graves, notamment celles qui sont liées à l'antibiorésistance, peuvent être prises en charge dans ces centres-là. Anne-Claude nous dira combien il y en a en France actuellement qui sont ouverts, qui sont des centres de référence spécialisés pour des patients qui ont des problèmes insolubles dans des établissements habituels. Ensuite, nous avons Rémi Gozit. Rémi Gozit est responsable chef de service de réanimation
à la PHP de Paris. Anne-Claude aussi, d'ailleurs, est à la PHP de Paris. Il est en réanimation et il est aussi spécialiste des BMR. Il est aussi responsable d'infectiologie et prochainement responsable d'un centre de référence des infections ostéo-articulaires. Lui aussi, très certainement, Rémi. Ensuite, Éric Bourri. Monsieur Bourri est directeur de Pfizer, des affaires institutionnelles de Pfizer. Hein, c'est ça. Et il nous porte une bonne nouvelle surtout. Je ne vais pas dévoiler puisque aujourd'hui, vous avez vu, tout est sous embargo jusqu'à la dernière minute, ce qui n'est pas sans poser de problème avec la presse. Et Monsieur Chandelier, qui représente Becton Dickinson, qui est une industrie que vous connaissez tous pour ceux d'entre vous qui sont professionnels. Peut-être que ceux qui sont patients repèrent un peu moins les produits qu'ils utilisent, mais presque tout le monde utilise des produits de cette firme qui est dans le dispositif médical. Et en particulier, nous parlera d'un de ces dispositifs, mais je dois dire que c'est aussi une firme qui fait de la production en France, dans l'Isère. J'ai visité votre usine, monsieur, il doit y avoir 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Elle était déjà là-bas. Pardon ? Elle y est toujours. Bien, une très belle usine. Voilà, donc qui nous apportera la vision d'un industriel. Donc d'abord, chacun de nos intervenants va avoir la parole pendant 3 minutes pour nous dire pourquoi il est là aujourd'hui, pourquoi il a accepté de venir et en quoi la question de l'antibiothérapie, qui va être beaucoup tournée vers les BMR, les bactéries multirésistantes, ces bactéries qui causent des infections très graves, les intéresse. Anne-Claude Crémieux. Oui, bonjour. Donc merci au lien de m'avoir invité. Effectivement, pour moi, l'antibiothérapie, c'est le cœur de mon métier. En réalité, je pense que j'ai été infectiologue tout simplement parce que j'ai été, dès le début, fasciné par l'efficacité des antibiotiques. Je dois dire que c'est une classe de médicaments avec laquelle on peut encore dans certains cas, mais de moins en moins, guérir les patients. Et ceci explique que très rapidement, je me suis engagée dans toutes les actions pour essayer d'améliorer l'usage des antibiotiques. Et Bernard Kouchner m'avait confié avec Benoît Schlemmer et Olivier Réveillot une mission qui était donc la mission qui a donné lieu à la première campagne pour améliorer l'utilisation des antibiotiques qui était, vous le savez tous, les antibiotiques, c'est pas automatique, ainsi qu'au premier plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques en 2001, plan qui a d'ailleurs permis de diminuer la consommation des antibiotiques. Donc ici, c'est pour moi aussi extrêmement important de parler de ce sujet, et évidemment de saisir cette opportunité pour sensibiliser aux problèmes du bon usage, de la résistance et des moyens qu'on peut utiliser pour essayer de limiter cette résistance. Merci Anne-Claude. On va revenir sur ces questions de bon usage, justement. Donc, moi, j'ai un parcours un petit peu comparable à celui d'Anne-Claude par une autre voie. Quand vous êtes réanimateur, vous avez pas loin de 75% de vos patients qui sont sous antibiotiques. Donc, obligatoirement, c'est un problème auquel on finit par s'intéresser. Et puis, j'ai fini du coup par intégrer le comité de pilotage du plan antibiotique, et dans lequel j'ai travaillé avec Anne-Claude, avec une question qui était super importante, c'est que on avait fait des progrès, mais on avait des difficultés à toucher ce qui se passait en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire dans les EHPAD et dans la communauté, chose qui est devenue vraiment importante maintenant, parce qu'avant, c'était facile. Les bactéries multirésistantes, c'était à l'hôpital. Les bactéries sensibles, à part quelques-unes, c'était en ville, alors qu'aujourd'hui, la frontière, elle n'existe plus, et les interactions ville, hôpital, EHPAD, tout ça, avec des échanges permanents, sont en train de devenir un vrai problème. Et c'est pas... On est obligé de passer par une solution. Si on veut progresser, on est obligé de passer par des solutions qui vont impliquer tout le monde, tous les acteurs, autant la médecine de ville que la médecine hospitalière. Les patients aussi ? Bien sûr.
Alors, Monsieur Bourri, vous représentez eh bien, ceux qui nous apportent l'espoir de guérir. Donc pourquoi avez-vous accepté d'être présent sur cette table ronde et en quoi votre firme est-elle engagée dans cette lutte contre le risque infectieux? Oui, donc, bien évidemment, bonjour à tout le monde et je remercie le lien de donner l'opportunité à l'industrie pharmaceutique de s'expliquer sur ces problématiques qui sont effectivement importantes. Me concernant, personnellement, pharmacien hospitalier, je l'ai été pendant 20 ans et dès les années 90, je me suis impliqué dans les fonctionnements des comités anti-infectieux, les CAI, qui ont lieu à l'intérieur des établissements. Je me suis impliqué dans les stratégies de référencement d'antibiotiques. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, personnellement, me tient à cœur. En ce qui concerne l'industrie pharma, il a été écrit, publié à diverses reprises qu'effectivement, il n'y a plus de nouvelles familles d'antibiotiques qui ont été découvertes depuis plus de 15 ans. Il y a une diminution du nombre de molécules mises sur le marché. Grosso modo, il y aurait un désengagement de l'industrie pharmaceutique pour ces classes au profit d'autres classes comme les anticancéreux ou autres. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut savoir que dans notre laboratoire, par exemple, entre 2000 et 2016, nous avons mis sur le marché 8 produits qui ne sont pas forcément des antibiotiques, mais qui peuvent aussi être des antifongiques. 8 produits en 16 ans, ça fait donc un produit tous les 2 ans. Donc si j'avais un premier message à diffuser, c'est non. L'industrie pharma ne vous a pas abandonné, n'a pas abandonné les patients, n'a pas abandonné son engagement moral en tant qu'acteur de santé au sens large dans cette lutte contre les infections, dans cette lutte contre l'antibiorésistance. Nous avons par exemple très récemment lancé un programme qui s'appelle Atlas, qui en fait est la compilation de données d'antibiorésistance recueillies dans plus de 60 pays depuis 13 ans. Donc vous voyez, il y a une énorme banque de données comme ça qui est disponible auprès des prescripteurs notamment. Et en tant qu'industriel pharma, puisque nous nous sentons également impliqués dans cette lutte, il nous a semblé important d'avoir des démarches proactives, c'est-à-dire que nous avons la volonté réelle de nous engager sur un certain nombre de points. Il y a eu en février 2016 la signature, le manifeste de Davos par rapport aux règles de bonne pratique de fabrication notamment, et par rapport à la notion de pollution industrielle. Il y a Atlas, il y a des programmes d'éducation, ce qu'on appelle maintenant des MOOC, M2OC, qui sont faits du e-learning à disposition des cliniciens, des patients, qui ont été élaborés avec une société savante en Angleterre et que nous sommes en train de traduire dans différentes langues pour les mettre à disposition, notamment des praticiens français. Donc vous voyez, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, il y a tout un ensemble de mesures et d'engagements qui sont prises. Nous souhaitons l'activation du comité technique de l'antibiothérapie, de l'antibiorésistance par exemple. Voilà, donc je suis là pour vous dire, l'industrie pharma s'engage historiquement et continue à s'engager dans ce problème qui effectivement est très important. Merci beaucoup. On va revenir sur cette question des nouvelles molécules. Monsieur Chandelier, donc vous avez une vision industrielle aussi. En quoi vous êtes engagé, puisqu'on vient d'entendre Monsieur Bourri nous parler d'engagement, suite notamment aux rencontres de Davos, qui sont des rencontres internationales dans lesquelles des chefs d'État, dans lesquelles la question de l'antibiorésistance a été soulevée au cours de ces 3 dernières années. Il faut bien dire que c'est un sujet mondial qui inquiète toute la communauté médicale et politique et économique.
parce que derrière, il y a des enjeux importants. Donc, Monsieur Chandelier, en quoi Becton Dickinson est engagé dans cette stratégie? Bonjour tout le monde. Peut-être tout d'abord juste pour préciser, donc nous sommes Becton Dickinson BD, ça va être plus simple. Nous sommes un des leaders mondiaux du dispositif médical et du diagnostic. Et si nous existons depuis 120 ans, c'est parce que, certes, nous produisons, développons des produits innovants et de qualité, mais c'est aussi parce qu'on se doit de répondre aux enjeux majeurs des systèmes de santé. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution des systèmes et les enjeux, nous avons comme axe majeur de développement au niveau mondial la sécurité des patients. C'est plus qu'un engagement moral, c'est un axe stratégique de développement. Cet axe stratégique, on l'articule sous 3 dimensions. La prévention des infections associées aux soins, la lutte contre l'antibiorésistance et les erreurs médicamenteuses. Évidemment, quand on est un gros industriel mondial, on est abreuvé, je suis abreuvé de rapports, de chiffres. Et il y a un chiffre qui m'a le plus frappé par rapport au thème de l'antibiorésistance, c'est un rapport de Jim O'Neill de mai 2016 qui mentionne qu'à l'horizon de 2050, l'antibiorésistance pourrait causer 10 millions de décès, c'est-à-dire plus que le cancer. Aujourd'hui, elle en cause 700 000. On est d'accord là-dessus? Oui, bien sûr. Il y a deux rapports qui ont bien expliqué. Hein. Il y a un rapport qui a été remis en décembre 2014, je crois, au Premier ministre anglais. Puis après, il y a eu un rapport qui a été fait par la Banque mondiale qui montre à peu près les mêmes chiffres et qui montre que ça va s'accompagner en plus grosso modo d'un appauvrissement de la planète. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est un calcul qui avait été fait par l'INVS, une étude qui avait été faite par l'INVS en juin 2015, qui montre que grosso modo aujourd'hui, en relation, alors c'est pas forcément direct, mais en relation avec la multirésistance, il y a 12 500 décès par an en France. En taux de combien? 12 500 décès. 2500 12 000. 12 500. 12 500. Par les BMR. Par les BMR. Et attention, ce n'est pas 12 500 au titre des infections associées aux soins, dites nosocomiales, pour certaines. Elles sont en relation. Alors après, la causalité directe, c'est toujours un peu compliqué, mais elles sont en relation. Tu as parlé tout à l'heure des communautaires, voilà. On va revenir dessus. Monsieur Chandelier, au-delà de ça, vous avez par rapport à cet axe stratégique, donc comment nous on se positionne par rapport à ces axes-là, et si on regarde la partie infection associée aux soins et la lutte contre l'antibiorésistance, là on va offrir des solutions globales qui vont avoir pour but de prévenir et contrôler les infections avec tout ce qui est l'axe autour de l'accès veineux, de l'antisepsie cutanée et des AES, des accidents d'exposition au sang. Ça, c'est une première partie de produits et de solutions. La deuxième étant des outils et des solutions de diagnostic et de dépistage de bactéries multirésistantes avec des tests rapides, les TROD et les TROD, tests rapides d'orientation au diagnostic, et l'antibiogramme et l'automatisation de la microbiologie. Donc aujourd'hui, si on arrive aujourd'hui même à amener des solutions qui répondent à ces problèmes et à, de façon continue, lancer des innovations sur ces sujets, c'est parce qu'il y a eu des orientations stratégiques et donc des investissements depuis plusieurs années avec cet axe et le patient au centre de la stratégie. Merci beaucoup. Vous avez compris, on va parler de prévention, de prophylaxie, de bon usage des médicaments, on va parler de conduite thérapeutique et des nouveaux antibiotiques, et bien entendu, on va aussi parler de dépistage. Alors, on va commencer peut-être par la prévention ou mesures de prophylaxie. Monsieur Gozit et Madame Crémieux, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Nous sommes très interrogés par les familles de patients, voire par les patients eux-mêmes, sur notamment les questions d'isolement. Oui, d'isolement. Et les mesures de protection, on ne sait pas d'ailleurs si c'est plus du patient que pour ceux qui viennent les voir, parce que parfois
peut se poser la question. Alors on nous dit tantôt il faut mettre les casaques. Ah mais madame, je suis allée à tel endroit voir mon frère. On m'avait dit qu'il était en isolement, mais finalement j'ai pas dû mettre de surbottes, j'ai pas mis de bonnet, j'ai pas mis de voilà. Où est-ce qu'on en est dans les précautions standards? Je crois que c'est Monsieur Gozit qui est un spécialiste de ces questions-là. Non, je suis pas un vrai spécialiste. Ils étaient là. Oui. Les vrais, ils étaient à la table ronde tout à l'heure. Donc ce qu'on Est-ce peut que dire tout le aujourd'hui, monde quand entend on est bien? Oui, c'est bon. Quand on est clinicien, ce qu'on comprend de l'isolement, chose qui est complètement fondamentale. Il y a les précautions d'hygiène standard qui sont applicables à tous les patients, il y a une liste, hein, elle est claire, elle est détaillée. Derrière, il y a ce qu'on appelle les protections complémentaires qu'on va utiliser quand on est arrivé avec des patients qui sont soit porteurs, soit infectés avec des bactéries qui sont devenues un peu plus résistantes, voire ce qu'on appelle les bactéries multirésistantes. Et puis au-dessus, il y a la dernière catégorie, qui est une catégorie qui est très stricte, une catégorie d'isolement importante, qui est pour ce qu'on appelle les bactéries, les BHRE. Alors ça ne veut rien dire, c'est compliqué. Les BHRE, ça veut dire que c'est les bactéries qui, grosso modo, sont résistantes à tous les antibiotiques. Hautement résistantes. Hautement résistantes. Hautement, ouais, on les appelle autrement. On peut trouver les XDR, les TOTO-R, les apports résistantes, etc. Et en fait, c'est complètement stratifié. Et aujourd'hui, parce qu'il y a également un problème de faisabilité, il y a un problème d'organisation des soins, ce qu'on dit, c'est que dans les fameuses BHRE, il y a deux catégories d'antibiotiques. C'est l'entérocoque qui est résistant à la vancomycine, et ce sont les entérobactéries qui sont sécrétrices de carbapénémase. Parce que ce sont des germes qui sont excessivement difficiles à traiter. Ceux-là sont ceux qui vont avoir le maximum de prise en compte de précautions. Ça veut dire chambre seule, cohorting si c'est possible, du personnel dédié si c'est possible. Donc, comme on est vous l'avez bien senti tout à l'heure, comme il y a quand même beaucoup de choses qui aujourd'hui sont faisables ou ne sont pas faisables parce que ça a un coût. Ça a un coût financier. Et qu'aujourd'hui, ces précautions, on essaye de les respecter, mais de temps en temps, ce n'est pas toujours complètement facile ou possible de les prendre à la lettre. Alors c'est possible dans un service de réanimation. Il y a une infirmière pour 2 patients ou une infirmière pour 2,5 patients. Ça, on arrive à le faire. Dans un service où il y a 2-3 infirmières pour 30-40 patients, c'est plus compliqué. Et alors, ce que disent les établissements, c'est que ces mesures coûtent très cher. Oui. Donc, effectivement, on les utilise que quand on en a besoin. Si j'entends bien, c'est plutôt avec les bactéries hautement résistantes qu'on va prendre ces mesures-là. Mais je vais poser une autre question, justement, avec ça. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on met toujours en isolement des porteurs sains ou supposés, enfin, jusqu'à ce qu'on ait détecté s'ils étaient vraiment sains ou pas, comme on l'a fait à une période avec des personnes qui étaient hospitalisées pour une autre raison, mais dont on savait qu'ils avaient été dans des pays où ces BHRE étaient très répandus. Est-ce qu'on le fait toujours, ça? Oui, ça, c'est théoriquement complètement réglementaire. Après, c'est complètement réglementaire. C'est-à-dire qu'on demande aux services hospitaliers qui reçoivent des patients, soit des transferts sanitaires, soit des patients qui ont eu un contact avec les services de soins à l'étranger, et tout pays étranger, parce que c'est compliqué après de dire celui-là, pas celui-là, etc., de faire ce dépistage et de le mettre en isolement tant qu'on n'a pas le résultat de ce dépistage. Le problème, je reviens toujours à ça, service de réanimation, c'est facile à faire. La question, elle est facilement posée. Après, il y a parfois un problème de repérage de ces patients à l'admission qui peut entraîner des petits retards de prise en charge. Ça, c'est clair. Ça, c'est deuxième partie de ta question qui n'a pas été très claire, mais je sais que c'était ça qui était sous-entendu. Qu'est-ce qu'on fait avec les BLSE? Est-ce qu'on a laissé tomber les BLSE ou pas? Non, on ne les a pas laissé tomber, les BLSE. Les BLSE, c'est des bactéries... C'est des bactéries qui sont sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi, qui sont le sévère. Niveau de résistance juste en dessous, le niveau de résistance maximale qui est celui des sécrétions des carbapénémases. Non, on n'a pas laissé tomber. Mais il y a tellement de patients aujourd'hui qui sont concernés qu'on a été obligé de stratifier, suivant les locations géographiques, ce qu'on faisait. Dans un service de réanimation, souvent, on continue à les isoler. Après, derrière, pas pourquoi dans les services de réanimation? Parce que c'est très très peu de patients
qui sont tous les uns à côté des autres. C'est plein de gestes sur les patients, donc c'est obligatoirement de la transmission croisée ou la possibilité de transmission croisée entre les patients par l'intermédiaire du personnel soignant, avec en plus une pression antibiotique qui est très très forte, parce que dans le même lieu, 3/4 de la population est sous antibiothérapie. J'ai entendu un mot que tu as prononcé, qui est, on se connaît bien avec Rémi, donc je ne vais pas tricher, hein, j'ai pas, c'est réglementaire. La question que j'ai posée, tu m'as dit, c'est réglementaire. Bon, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne met pas en isolement, parce que c'est des mesures très lourdes, parce que parfois, d'ailleurs, on ne le sait pas, hein, que le patient, la personne est allée dans d'autres pays. Voilà. Je pense que c'est... On aurait pu en parler tout à l'heure dans la table ronde. Hein. Il y a un problème qui est un problème de circulation et de diffusion de l'information. Avec aujourd'hui, tout le personnel de santé, hein, pas que les médecins, mais également les aides-soignantes, les cadres, les infirmières, etc., reçoivent en permanence des nouvelles recommandations qui sont souvent pas forcément très bien adaptées à la pratique. Hein. Quand on reçoit une recommandation de 70 pages sur infection urinaire communautaire, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire un peu plus court, un peu plus synthétique, ou au moins dégager les principaux messages. Et après, derrière, c'est peut-être qu'il y a besoin d'une stratification de ces recommandations. Alors, il y a le rôle des équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière qui est fondamental. Oui. Ah, je t'écoute. Non, mais justement, tu parles, il y a une accumulation d'informations que reçoivent les professionnels. Ouais. Et là, je vais interroger Anne-Claude Crémieux. Il y a une accumulation d'informations aussi en ce qui concerne le médicament. Comment on fait pour régler la bonne prescription antibiotique? Parce que là aussi, on a des recommandations. Ce n'est pas toujours réglementaire d'ailleurs, parce que c'est difficile le réglementaire dans la prescription antibiotique. Mais comment on fait pour faire circuler l'information auprès des professionnels, voire auprès des patients, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. L'antibiotique n'est pas automatique, hein, on a entendu ça déjà. Comment on fait? Et comment on fait pour s'assurer qu'un maximum de professionnels respectent le bon usage antibiotique? Parce qu'on sait bien, on ne va pas reprendre ça là-dessus, on en a déjà parlé, que si on utilise mal les antibiotiques, on génère en même temps de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, elle est parfois communautaire, mais pas seulement. Hein, elle est aussi... Voilà. Donc, Anne-Claude? Je vais répondre sur deux aspects. D'abord, continuer sur l'aspect prévention. C'est important de comprendre que la résistance des bactéries, elle existe là où il y a trois facteurs. Une densité de population qui prend des antibiotiques et avec des transmissions possibles d'un patient à l'autre. Ça explique que dans les années 80... bactéries, hein, pas transmission de bactéries. Voilà. Donc, voilà. Ça explique que dans les années 80, c'était la réanimation qui était essentiellement touchée par les bactéries résistantes, parce que des patients qui sont proches, avec énormément de gestes invasifs et 50% des patients en réanimation qui sont sous antibiotiques. Ça, c'était la situation des années 80. Aujourd'hui, la situation a changé. C'est-à-dire que cette résistance, on la voit dans l'ensemble de services hospitaliers et maintenant, comme l'a dit Rémi, on la voit en dehors de l'hôpital. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'en dehors de l'hôpital, il y a maintenant une population qui est à risque, traitée par des antibiotiques, avec de nombreuses pathologies et qui reçoit des soins. C'est le cas dans les EHPAD, c'est des sujets âgés. Tout ça, c'est des facteurs de risque, c'est des sujets fragiles, multitraités, avec des pathologies qui sont concentrés dans un endroit et qui reçoivent des antibiotiques. Tout ça, c'est des facteurs de risque de la résistance. Donc aujourd'hui, effectivement, on est confronté à une situation inédite, c'est que la résistance aux antibiotiques, elle existe à l'hôpital, dans tous les services et en ville. Ça, c'est la première chose. Comment on peut faire pour, effectivement, prévenir cette diffusion de la résistance? Rémi l'a dit, première chose, c'est de couper la transmission entre les individus. C'est toutes les mesures d'hygiène. C'est le lavage des mains pour les staphylocoques. Il est important de dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. Non, il n'y a pas de génération.
Donc le lavage des mains pour les infection staphylocoques, croisée. les solutions hydroalcooliques, ça, il y a eu un certain succès. Succès lié à la diffusion des solutions hydroalcooliques, plus les premiers résultats du plan des années 2002 à 2005 qui ont entraîné une diminution de la prescription des antibiotiques. On a agi sur les deux facteurs, la pression de sélection antibiotique et la transmission des bactéries. Ça n'a pas marché sur d'autres bactéries, qui sont les entérobactéries, qui sont portées par le tube digestif. Il y a plusieurs raisons. Probablement parce que, effectivement, les mesures pour lutter contre la transmission des staphylocoques, lavage des mains, sont insuffisantes pour lutter contre la transmission des bactéries à portage fécal, qui concerne aussi l'environnement, ce qui n'avait pas du tout été pris en compte dans les années 80. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, il y a eu une diminution de la prescription des antibiotiques, mais aujourd'hui, on est à un plateau dans les hôpitaux et on a remonté l'utilisation des antibiotiques en ville. Et notamment d'antibiotiques qui sont des bêta-lactamines, les céphalosporines, qui ont été énormément consommées avec, donc, à la clé, aujourd'hui, des bactéries qui sont résistantes à ces céphalosporines, qu'on appelle les BLSE, et à un niveau encore plus dangereux, des bactéries qui sont résistantes à l'ensemble des bêta-lactamines, que ce soit les pénicillines, les céphalosporines et même les carbapénèmes, qui sont les bêta-lactamines avec le plus large spectre. Pourquoi j'insiste sur bêta-lactamine ? Parce que si vous devez retenir quelque chose sur l'efficacité des antibiotiques, c'est bien l'invention des bêta-lactamines. C'est l'invention de la pénicilline, l'invention des céphalosporines, l'invention des carbapénèmes, qui sont des antibiotiques extraordinaires parce qu'ils sont bactéricides et extrêmement bien tolérés. Aujourd'hui, le danger absolu, l'alarme totale, le rouge, ce sont ces bactéries qui sont résistantes à tous les bêta-lactamines. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire qu'on n'a plus à notre disposition les traitements les plus efficaces. Et qu'est-ce qu'on fait ? On revient à utiliser des antibiotiques qui ont été abandonnés il y a 50 ans parce qu'ils n'étaient pas aussi bactéricides, aussi efficaces que les bêta-lactamines et qu'ils étaient plus toxiques. Donc on en revient. Par exemple, la colistine qu'on utilise dans ce que Rémi, donc dans les BHRE, dans ces fameuses bactéries résistantes aux bêta-lactamines au plus large spectre que sont les carbapénèmes, le Bactrim, par exemple. Moi, j'ai le droit de donner un nom de spécialité. Le Bactrim, par exemple, c'est un très bon exemple. Le Bactrim, par exemple, a été abandonné dans le traitement des infections à staphylocoque parce qu'il était très lentement bactéricide, enfin, il tuait très lentement les bactéries, et qu'en plus, il avait des effets indésirables. Donc, on a utilisé à la place les bêta-lactamines. Aujourd'hui, on revient à utiliser le Bactrim dans ces infections à staphylocoque. Les aminosides, on a appris à les utiliser que 2 ou 3 jours, parce que sinon, ça entraîne des insuffisances rénales. On ne va pas tout refaire, Anne-Claude, okay. parce que donc voilà. Donc c'est ça la situation aujourd'hui. Et comment on prévient ? Effectivement, en essayant de diminuer cette pression de sélection, c'est-à-dire en diminuant la consommation d'antibiotiques, en attendant que l'industrie nous trouve des nouvelles molécules. Avant d'aller vers la bonne nouvelle que nous porte M. Bourri, même s'il ne veut pas donner de nom de spécialité, on va en parler tout à l'heure, pour diminuer, Anne-Claude, on peut peut-être utiliser les tests diagnostiques. On peut peut-être mieux utiliser, alors ça j'interroge un peu M. Chandelier là-dessus, mais je pense que oui. On est d'accord ? Complètement d'accord. Complètement d'accord. Non, voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, la technologie et les évolutions technologiques peuvent apporter des solutions de tests rapides. Les tests rapides, c'est combien ? C'est quoi ?
Après, il y a deux familles. Il y a ce qu'on appelle les TROD, les tests Oui, mais rapides c'est d'orientation rapide, au lit c'est du 1 patient. heure, 2 heures. Là, on va parler de tests qui vont durer 7 minutes pour 7 identifier, mais qui sont aujourd'hui capables d'identifier certaines bactéries qui ont plus à vocation à être présentes chez le généraliste et qui sont aujourd'hui présents chez le généraliste. Et on va avoir aussi des tests rapides où là, sous des technologies moléculaires en environnement de laboratoire d'analyse, où là, on va pouvoir identifier des bactéries et le traitement associé, c'est-à-dire leur résistance à certains antibiotiques, à une échelle de quelques heures, de 2-3 heures, par rapport à des méthodes conventionnelles et traditionnelles aujourd'hui microbiologiques qui sont de quelques jours. Donc, on a aujourd'hui... À ce moment-là, on devrait dépister toutes les personnes, par exemple, qui ont une poussée de fièvre, sur lesquelles on a un doute. Voilà. Donc, c'est quoi votre position? Après, mais après, les cliniciens... Et voilà, moi, je vais donner une position d'industriel. Et je pense qu'après, il y a la position des soignants et des docteurs dans ce cadre-là. Mais deux sujets, je pense que le premier étant ces tests rapides, aujourd'hui, et depuis plus d'une dizaine d'années, à peu près, au moins, sont distribués gratuitement chez tous les généralistes de France. Pour pouvoir faire ce test avant de prescrire un antibiotique pour les strep, donc des symptômes d'angine. Les chiffres que j'ai, je pense seulement entre 20 et 30% au maximum l'utilisent. Je laisserai d'autres personnes plus compétentes que moi à répondre à pourquoi ou pourquoi pas. Mais aussi, sur ce cas-là, on a aussi un décret depuis août 2016 ou un arrêté qui a été publié qui autorise le pharmacien d'officine de faire ces tests. Oui. Oui, parce que les médecins de ville, par exemple, sur les angines, vous avez tous entendu ici dire qu'il faudrait faire un test avant pour distinguer une angine virale d'une angine bactérienne. Et que s'il n'y a pas une raison précise d'utiliser des antibiotiques sur une angine virale, il peut exister. Là, on fait référence au petit film que vous avez présenté en introduction. Et la question est que les médecins de ville, lorsque nous les rencontrons, et certaines personnes ici, dont Pierre, font partie des commissions au ministère dans lesquelles on débat de cette politique antibiotique, nous disent « oui, mais ça nous prend trop de temps, c'est pas possible, rajouter 7 minutes sur une consultation, on ne peut pas ». Ce qui, je pense, est vrai. Donc, après, en lisant ces décrets-là, il y a une solution chez le pharmacien où là aussi la technologie, qui est peut-être un peu plus compliquée sur des technologies plutôt manuelles chez le généraliste, aujourd'hui il y a des réponses technologiques qui peuvent s'adapter aussi à l'environnement de la pharmacie d'officine. Est-ce que par exemple le patient peut le faire tout seul? Moi, non. Là j'ai mal à la gorge, je vais chez le pharmacien du coin, je dis je sais que vous avez des tests pour distinguer, est-ce que... Les technologies en tout cas qui sont disponibles sur le marché, pas que les nôtres, nécessitent un prélèvement pharyngé, un prélèvement nasal qui demande une certaine technique et une rigueur pour pouvoir... Le pharmacien peut le faire. Le pharmacien peut tout à fait le faire. Alors pourquoi on ne le ferait pas, puisque c'est vraiment un problème, cette antibiorésistance? Qui est-ce qui résiste à ça? Aujourd'hui, il y a des arrêtés qui autorisent le pharmacien. Il n'y a juste pas de rémunération du pharmacien du pharmacien pour faire cet acte-là. Donc je pense que c'est un des premiers facteurs. Donc la solution viendra peut-être des industriels qui mettront un jour à notre disposition des tests comme on fait les bandelettes urinaires, on trempe sa petite bandelette pour savoir si on a du sucre ou de l'albumine, et on peut le faire soi-même. Pourquoi est-ce que la technologie permettra un jour cette chose-là? Je pense, j'espère, et la technologie avance. À ce moment-là, on peut parfaitement faire son test avant d'aller voir son médecin. Ce que je dirais aussi, et pourquoi pas, je l'espère, en tout cas, on essaye dans tous les cas, nous, de développer des outils de plus en plus simples, rapides, efficaces. Et on le fait, on avance. Après, on arrive aussi à des enjeux... Anne-Claude a envie de répondre là-dessus. Rapidement, parce qu'il y a M. Bourri qui a des choses à nous dire aussi. Bon, vas-y. En un mot, c'est vrai, ces tests ont été des tests rapides. Il y a deux types de tests. Il y a ceux qui permettent de dire c'est bactérien ou c'est viral, c'est effectivement le test angine. Donc c'est on prescrit ou on prescrit pas. Et puis il y a la deuxième génération de tests qui est aussi très intéressante, qui est de dire c'est cette bactérie et elle a cette résistance. Donc voilà l'antibiotique qui va être particulièrement adapté à la situation. Les deux types de tests nous intéressent. Le premier pour diminuer la consommation des antibiotiques, le deuxième pour prescrire
et de façon, ce qu'on appelle ciblée, ce qui est aussi une façon de diminuer la pression de sélection des antibiotiques. Je suis absolument convaincue qu'on va vers une médecine qui, effectivement, va nous permettre d'avoir ces tests déjà au lit du patient, c'est-à-dire nous, à l'hôpital, au lit du patient, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et vraisemblablement un jour fait par les patients. N'oubliez pas que les patients font déjà des tests rapides pour le Ça veut dire, Anne-Claude, que tu as des informations sur le fait que des entreprises, enfin, je ne sais pas si on dit entreprises ou des firmes, comme celle de M. Chandelier, ont dans leur carton des projets de cette nature-là qui sont prêts à éclore. Disons que c'est en couveuse. On est, après le patient, encore une fois, je pense que la distinction est très importante, ces tests d'identification pour la consommation, ces deux axes. Nous travaillons énormément, mais aussi nos concurrents, et travaillent sur ces tests qui sont de façon générique bactériens versus viral. Et celui-là, là on parle de 2 ans à l'origine, on parle de 1, 2, 3 ans pour pouvoir avoir ce type de test disponible. Après, l'enjeu est derrière, si c'est positif, c'est quelle est la bactérie et quel est le bon antibiotique pour éviter la contamination. Là, on n'est pas sur des tests patients, on a des tests professionnels qui nécessitent des instruments compliqués, qui n'ont pas vocation à être usage unique, qui resteront dans le laboratoire et qui devront être opérés par des professionnels et dont les résultats interprétés par des professionnels aussi. Mais ces deux avancées technologiques vont amener des évolutions et des réponses significatives par rapport aux enjeux qu'on fait face aujourd'hui. Rapidement, ouais. Rémi, tu veux dire quelque chose? On y est déjà presque, hein, je veux dire, je vois la façon dont fonctionnent les gros labos de microbio dans les hôpitaux, on y est déjà presque sur des tests de panel, des détections de résistance, etc. Simplement... Mais dans les hôpitaux, là je parle de la ville, et des EHPAD aussi. D'accord, mais c'est des choses qui resteront que dans des gros hôpitaux, parce que dans des gros labos, parce que c'est des investissements financiers qui sont vraiment très importants. Pour le moment, on ne peut pas les généraliser parce qu'on est encore dans le stade de l'exploration en termes de résultats. Est-ce que les résultats sont fiables, ne donnent pas trop de faux positifs, de faux négatifs, etc. Mais ça avance, et ça avance à vitesse grand V. Et puis je m'arrête juste en disant une chose. Finalement, depuis qu'on utilise les antibiotiques, il n'y a sans doute pas une bactérie en plus ou en moins sur Terre. Simplement, elles sont devenues plus résistantes. Et quelle que soit la prescription d'antibiotiques, qu'elle soit complètement justifiée ou qu'elle soit injustifiée, cette même prescription, elle va déclencher de la résistance. Mais les bactéries, elles sont simplement adaptées. C'est très bien. Tu fais une transition pour M. Bourri. Donc, M. Bourri, vous avez une bonne nouvelle. Je sais que vous ne pouvez pas donner de nom. Hein. Votre qualité d'industriel vous l'interdit publiquement. Mais en revanche, vous pouvez quand même nous annoncer qu'un nouvel antibiotique, et quel est son spectre, sur quoi il va agir, parce qu'on dit qu'on n'en a pas de nouveau. Est-ce que c'est une nouvelle molécule ou une nouvelle fonctionnalité de cette molécule qui a été découverte? Oui, alors effectivement, nous avons très récemment commercialisé un nouveau produit. Alors certains vont effectivement poser la question, est-ce une innovation ou pas? Donc, quelle est la définition de l'innovation? Je vous laisse le soin de la définir vous-même. C'est la table ronde d'après. Mais voilà. En fait, il s'agit d'un ancien antibiotique, donc ce n'est pas une innovation, mais qui est associé à un nouvel inhibiteur. Alors, inhibiteur, qu'est-ce que c'est? Le professeur Gauzy vous a parlé, et le professeur Crémieux également, vous a parlé de mécanismes de résistance des bactéries, qui en fait sécrètent des enzymes. Ces enzymes, donc les bêta-lactamases, les carbapénémases, vont venir en fait inactiver les antibiotiques. Donc ils les rendent inefficaces. L'antibiotique devient donc, la bactérie devient donc résistante à cet antibiotique. Donc le fait d'avoir mis sur le marché, découvert et mis sur le marché un nouvel inhibiteur, en fait permet à cette vieille molécule de retrouver en fait son efficacité, enfin tout ou partie de son efficacité originelle. Donc c'est ça qui est intéressant, et à ce titre, on peut considérer que c'est une innovation, mais peu importe de discuter sur la terminologie. Qu'est-ce qui est important in fine? C'est qu'en fait, ça permet aux cliniciens, pour le plus grand bénéfice des patients, d'avoir à leur disposition
une nouvelle possibilité, une autre possibilité. Et c'est ça finalement qui me semble être important, c'est-à-dire que effectivement, dans certains cas, le clinicien n'a plus d'armes. Son arsenal thérapeutique est bloqué. Avec ce type de découverte, effectivement, ça redonne une arme. Alors, peut-être pas le miracle, peut-être pas le plus efficace, ça n'agit pas sur toutes les bêta-lactamases, effectivement, mais c'est quand même une arme supplémentaire. Justement, ça n'agit pas sur toutes les bêta-lactamases. Quel est le spectre qui va être... Parce qu'ici, nous avons des infectiologues dans la salle, ils sont intéressés pour savoir quel est le spectre, quel est le champ d'intervention de ce nouvel antibiotique. Alors, ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est que ce sont justement les bactéries multirésistantes, donc les MBR. Donc, effectivement, c'est tout l'intérêt du produit. Mais je dois aussi ajouter qu'au-delà de ces innovations, ou pas, enfin, en tout cas, au-delà de ces nouvelles armes thérapeutiques, il y a aussi, et ça a été évoqué, l'intérêt de retrouver d'anciennes molécules. Ces anciennes molécules, ces anciens produits, en fait, comme on ne les a plus utilisés, en quelque sorte, ils ont été mis en réserve. Les bactéries n'ont pas acquis des mécanismes de résistance contre ces molécules qui étaient un peu mises en placard, et de ce fait, en fait, elles redeviennent intéressantes. Et il faut avouer qu'on se bat, et il y a des travaux actuellement à la NSM, donc c'est aussi une autre bonne nouvelle, pour essayer, coûte que coûte, de maintenir sur le marché ces vieux antibiotiques, voire d'en faire revenir d'anciens qui n'étaient plus sur le marché. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant de jouer sur les deux côtés. Une innovation, en tout cas un produit qui va inactiver les défenses bactériennes, et puis de l'autre côté, de remettre au goût du jour de vieux antibiotiques, l'idée étant donc de rediversifier l'arsenal thérapeutique. Et donc, en quelque sorte, s'il y a différents produits, ça permet aussi de moins sélectionner parce qu'on ne tape pas toujours sur les bactéries avec toujours les mêmes produits. À condition de ne pas les utiliser sur le viral. Absolument. Après, il y a toutes les notions de bon usage. Une bactérie sur laquelle il est inefficace parce qu'on va développer automatiquement des résistances. Anne-Claude, rapidement, parce que je voudrais au moins qu'on puisse poser une ou deux questions. Il ne nous reste que 3 minutes. Alors, vite, Anne-Claude, 1 minute pour Anne-Claude et 2 minutes pour les questions. J'ai vu qu'elle avait envie de répondre en tant qu'infectiologue. Vas-y. Si, c'est bon. Non ? On prend les questions. Alors, qui est-ce qui a envie de poser une question qui concerne la question de l'antibiorésistance ou la consommation d'antibiotiques? François, tu as sûrement une question à poser telle que je te connais. C'est une question, c'est pas refaire la table ronde. Non? Pas de question? Un micro. Rodolphe, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Bon. Déplace-toi. Viens. Oui, François Pesti, donc je suis pharmacien, expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, plus pertinente et plus efficiente. Alors j'ai une expérience dans l'accompagnement de campagnes médicalisées de délégués de l'assurance maladie sur les antibiotiques, qui est dans un rapport de l'IGAS où on avait été particulièrement performant. Une question. Oui. Non mais, bon, je vais à la question tout de suite. Allez. Il y a des antibiotiques qui ont été définis comme critiques et comme potentiellement générateurs de résistance. Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années pour faire en sorte qu'ils soient moins prescrits? C'est-à-dire, par exemple, l'association amoxicilline et cyclavulanique, les C3, C4G, mais aussi peut-être quelques C2G, et puis les quinolones. Ça, c'est facile de répondre. C'est le problème de la définition de la liste critique. Vous prenez de la définition. Je prends la liste. Qu'est-ce qu'on a fait pour que les médecins se plient? C'est ça. Vous avez posé une question, vous me laissez répondre. C'est la définition de la liste critique. Vous mettez augmentin plus céphalosporine plus fluoroquinolone, il reste quoi à prescrire? Rien. Donc on a oublié. Vous savez bien que l'amoxicilline est efficace. Je parle des pathologies de ville qui vous intéressaient tout à l'heure. Vous posez une question, vous ne laissez pas répondre, monsieur. Vous répondez pour l'hôpital. Moi, je vous réponds pour la ville. Non, pour la ville. L'augmentin. Si vous supprimez l'augmentin, les fluoroquinolones,
aux médecins généralistes, c'est quand vous regardez leur consommation avec des molécules efficaces, c'est très problème. On a simplement oublié une chose, c'est de stratifier ces molécules critiques. On a mis au même point dans les molécules critiques qu'on a classées. C'est un travail qui a été fait entre la NSM et la SPIF auquel j'ai participé. Donc je peux vraiment en parler. On a mis sur le même point, on les a classées comme molécules critiques, mais pas pour les mêmes raisons. L'augmentin et la colimycine, qui est la dernière molécule de recours. Et c'est pas pour les mêmes raisons. Et on a oublié d'expliquer les raisons. Et c'est excessivement difficile aujourd'hui de supprimer l'augmentin, les fluoroquinolones en médecine de ville. Alors, une réponse un peu plus optimiste. En fait, c'est un des points qui a marché. C'est-à-dire que les céphalosporines de chiffre à la pluie, les céphalosporines de deuxième et de troisième génération qui étaient très prescrites en France par voie orale, eh bien, la prescription a considérablement diminué au profit, effectivement, de l'amoxicilline. Pareil pour les fluoroquinolones qui étaient très prescrites, je suis désolée, les faits sont têtus, a diminué. Donc ça, on peut dire qu'il y a eu un vrai effort en ville, accompagné par l'assurance maladie, pour recentrer la prescription vers les molécules effectivement dites non critiques. Et ça, je pense que c'est vraiment utile parce que les céphalosporines de deuxième ou de troisième génération ont joué particulièrement en France, probablement un rôle de pression de sélection, y compris sur les pneumocoques. Vous êtes très technique intermédiaires à la pédie. Très technique, merci. Si je puis me permettre quand même un point d'éclairage pour que vous compreniez bien les enjeux. En fait, quand on vous parle de la nécessité, enfin de la problématique de la prescription en ville, comme vient de le dire le professeur Gozit, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'en 2016, 93% des prescriptions d'antibiotiques viennent de la ville. Oui. Donc, une deuxième question. Oui, moi, je voulais vous demander pour l'ostéo-articulaire, justement, sur les maladies nosocomiales. Bon, on a utilisé pendant très longtemps, j'en fais partie, hein, j'ai multirésistant. La question, je sais. 92, attends, de 92 jusqu'à maintenant, j'ai eu 36 curetages, d'accord? Donc, on a donné de l'amoxicilline purstacine, qui n'est plus efficace du tout. À l'heure d'aujourd'hui, on a associé un autre médicament qui n'est toujours plus, mais je l'ai encore. Alors, répondez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'ai risqué l'amputation quand même l'année dernière. Hein. Et je pense que vous parlez d'un vrai problème. D'un excellent problème. D'un vrai problème. Oui. Qui est aussi une limite extrêmement forte de l'antibiothérapie. Oui. Qui est les bactéries logées sur un corps étranger, une prothèse ou dans l'os. Qui est aussi une des choses extrêmement importantes sur lesquelles il faut le dire, les antibiotiques seuls aujourd'hui ne peuvent pas guérir. C'est-à-dire que en dehors, je schématise, mais en dehors des infections aiguës, dans les infections chroniques qui est la vôtre, une antibiothérapie seule ne peut pas guérir. Ça, c'est aussi un enjeu très fort. Effectivement, il faut qu'on trouve des traitements capables de guérir. Oui, parce que ça vient des hôpitaux. Mais on ne les connaît pas aujourd'hui. Ben vous savez, je vais vous redonner la parole. Préparez-vous à me répondre très rapidement. Chacun, vous me donnez une mesure qui pourrait améliorer les choses et mieux lutter contre l'antibiorésistance. Une. Je sais qu'il y en a 36, mais une me suffit. Déjà, oui, on arrête. Et on arrête. Très simple. Déjà, si les médecins respectaient les recommandations, ça serait déjà pas mal. Donc on revient, et j'en appelle aux directeurs d'établissements et d'institutions qui sont là, et aux cadres éventuellement, et aux infectiologues. Faites respecter les recommandations, c'est quelque chose d'important. Anne-Claude, une mesure. Moi, c'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, vu la complexité de la prescription et l'urgence du problème, on doit avoir des référents dans l'ensemble des établissements. Et quand je dis ensemble des établissements, EHPAD compris, qui sont aujourd'hui le réservoir. Des référents infectiologues ou antibiotiques. Qui s'occupent, de faire baisser la prescription et ensuite, quand il y a prescription, de bien faire. Une mesure, votre vision d'industriel et du médicament.
Alors, je vais avoir une pensée très égoïste pour l'industriel, Oui, allez-y. qui serait de dire les conditions d'évaluation, par exemple, ou d'inscription des nouvelles molécules en France ne sont pas optimales pour les antibiotiques. Parce qu'on a un médicament, il est évalué en clinique, donc sur des patients en phase 3, juste avant son AMM. Et ça nécessite donc ce qu'on appelle des essais cliniques. Et par exemple, ces essais cliniques ont lieu pour les antibiotiques sur de petites populations. Et donc, en fait, il est difficile de montrer, selon des critères de vie réelle, l'efficacité d'un nouveau produit. Donc, je pense que cette sphère d'évaluation des produits spécifiquement antibiotiques et anti-infectieux devait être revisitée. Peut-être que dans cette évaluation qui est faite par les professionnels, on pourrait inclure aussi la vision patient à travers des systèmes d'appli intégrés, des outils modernes d'évaluation. Monsieur Chandelier. Oui, j'hésite entre deux, mais s'il faut en choisir une, je pense que engager le pharmacien d'officine dans ces tests rapides d'orientation pourrait avoir un effet significatif sur la consommation. Alors, je vais en suggérer une. Par exemple, est-ce que dans l'antibiothérapie, des logiciels d'aide à la prescription des prescripteurs seraient utiles ou bien c'est vraiment pas du tout le sujet? Oui, non, c'est tout. Oui. Oui, c'est oui, utile. oui. Oui. Mais ça ne résout pas tout. Oui, ils existent d'ores et déjà, Ils mais en existent. fait, il faudrait des Et ils sont pop-up qui utiles. viennent, des pop-up liés à justement le niveau de résistance dans un établissement ou dans une région. D'où la nécessité de Oui ou non? surveillance. Oui. Oui, monsieur Chandelier, le mot de la fin. Oui, absolument. Et encore Oui, une fois, absolument. la voilà. technologie Merci beaucoup, va amener merci beaucoup. beaucoup de choses.